Juste pour présenter un petit peu à la fois le collège de défense de l'OTAN et mon expérience dans cette organisation et quelques remarques qui sont forcément subjectives sur ce que c'est d'être un Français dans un environnement international, de faire de la recherche dans un environnement international. Le collège de défense de l'OTAN, alors pour commencer, est une organisation plutôt récente si on compare aux institutions militaires qui ont été présentées précédemment. Ça a été créé en 1951 à la suite de la création de l'OTAN. Le but était à l'époque conçu par le général Eisenhower, le premier Secure, qui estimait que pour cette nouvelle alliance, il fallait créer une institution qui soit une institution académique qui permettent aux officiers de vivre ensemble, de réfléchir ensemble. Donc, dès le début, le but était plus diplomatique, stratégique que académique. Et ça, c'est quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, est un élément important pour cette organisation. Elle fait de la formation, mais la formation est un véhicule, un instrument de diplomatie, de défense. Donc l'objectif final n'est pas de délivrer des diplômes et de s'assurer que les élèves que l'on a sont à même de réfléchir à la stratégie. L'objectif final est de faire en sorte que les officiers des 28 États membres sachent travailler ensemble, soient capables, lorsqu'ils reviennent dans leur pays ou lorsqu'ils partent dans un commandement de l'OTAN ou le quartier général, de pouvoir interagir. Ça, c'est la définition générale. Après, aujourd'hui, le collège lui-même, c'est une petite structure, on est une centaine de personnes. Pour ce qui est du corps professoral, il est encore plus petit, il est presque ridicule, on est deux à proprement parler, à avoir une charge d'enseignement, 2 maîtres de conférence, auxquels s'ajoutent 3 chercheurs qui sont dans la division recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une dynamique énorme, c'est une organisation qui est principalement fournie d'officiers envoyés par les nations ou de civils qui sont eux-mêmes envoyés par leur ministère. Donc ça veut dire que l'activité de recherche, à proprement parler, est assez modeste. Elle est réservée à donc 5 personnes. En ce qui me concerne, donc, il s'agit du département Moyen-Orient, où on a 2 principales activités, à la fois de l'enseignement, où on reçoit, où on anime des cours pour des officiers à la fois de l'OTAN et des officiers des pays partenaires de l'OTAN au Moyen-Orient, ce qui inclut des pays tels que Israël, Jordanie, Arabie Saoudite, Qatar, Algérie et ainsi de suite. Sur un point peut-être dimension ressources humaines, parce que notamment pour les plus jeunes ici, il y a 3 façons de rentrer au collège de défense de l'OTAN et plus généralement à l'OTAN. Soit être militaire et être envoyé par son ministère d'origine, le ministère de la Défense, soit être un civil détaché par à nouveau son administration, ça peut être ministère des Affaires étrangères ou la Défense, voire l'Intérieur, soit un poste qui est un poste qu'on appelle un poste OTAN, où vous êtes donc employé par la structure permanente de l'Alliance Atlantique, qui est mon cas. Et donc, ce sont des postes sur lesquels vous avez un certain nombre de civils. Assez peu, l'organisation de l'OTAN, vous le savez probablement par vos cours ou par votre expérience professionnelle, est une organisation sur le plan civil très modeste. Voilà pour ce qui est de la présentation rapide. Sur l'expérience, alors la première chose que je voulais dire, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été dit avant, et c'est peut-être parce qu'on est le premier panel à proprement parler de l'international, quelque chose qui me semble être une évidence et qui des fois fâche les gens à Paris, c'est on n'existe pas en études stratégiques
aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, si l'on ne publie pas en anglais. Je sais que ça fâche, je sais que ça énerve à Paris, notamment mes collègues du ministère des Affaires étrangères qui sont très à cheval sur la francophonie. Mais et ce n'est pas une question de politique, c'est une question de masse. On aura beau avoir, comme ça a été dit au préalable, de très beaux débats, une pensée originale en France. Elle n'existe pas si vous ne publiez pas en anglais, si vous ne participez pas aux conférences en anglais, et ainsi de suite. Ça, c'est un des points que je voulais aborder sur l'expérience française à l'international. L'une des premières choses dont on se rend compte quand on est un Français dans une organisation comme l'OTAN, c'est effectivement que il y a certes une qualité qui est reconnue à la formation française, mais il y a aussi, cela peut être un handicap parfois. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir, à percevoir dans cette façon dont les Français veulent défendre leur influence, défendre un agenda ou défendre ne serait-ce que des concepts ou une littérature qui n'est souvent pas connue, hormis l'Hexagone, on voit ça comme une certaine arrogance qui est déconnectée des autres logiques. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ça, par exemple, chez mes collègues allemands, les collègues anglais encore moins, ou même chez les collègues, on va dire, polonais, tchèques, qui n'ont pas ce complexe, en quelque sorte, et qui sont déjà passés, d'une certaine façon, à l'étape où il n'y a pas de débat à avoir sur le fait que c'est un match qui se joue en anglais. Deuxième point que je voulais aborder sur l'expérience, c'est le fait que c'est un poste où on travaille, on fait de la recherche. On pourrait aborder le débat de ce matin, expertise, recherche, mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Dans un environnement hautement sensible sur le plan diplomatique. Par exemple, dans mon cas, j'ai travaillé sur la politique de défense israélienne en faisant du travail de recherche en Israël. Cela posait des problèmes pour des pays membres à Bruxelles. Non pas parce qu'ils lisaient mes papiers, mais simplement pour le fait que l'OTAN puisse mener des recherches dans un pays comme Israël. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais simplement pour dire que c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte quand on rentre dans des structures comme ça, où il y a un peu un mélange des genres. Un mélange des genres qui peut être intéressant, qui peut être enrichissant, mais qui peut aussi avoir un effet boomerang. Où votre liberté d'expression doit être régulièrement défendue. Et le dernier point que je voulais aborder, qui n'a pas été abordé non plus, il me semble, ou alors très rapidement, c'était le fait qu'on est dans un environnement civilo-militaire. Et ça, je pensais que c'était important à rappeler, parce que tout d'abord, il me semble que dans l'audience, il y a assez peu d'officiers, et donc qu'on est principalement sur une audience civile. Et notamment pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui est important à comprendre, que vous avez deux mondes, et paradoxalement, on pourrait s'imaginer que les civils qui travaillent sur la stratégie comprennent les militaires, et vice-versa. Pas forcément. Et encore une fois, ce mélange des genres peut avoir des côtés enrichissants, mais il peut avoir aussi des côtés explosifs. Vous avez à la fois, et ça mes collègues militaires pourraient mieux le décrire que moi, l'impression souvent, voire constante, que les civils viennent avec leur savoir et essaient de dominer avec leur arrogance les militaires. Et inversement, quand vous êtes d'un civil qui vient de l'université, vous avez tendance à estimer que les militaires, lorsqu'ils prennent leur stylo et écrivent, notamment pour des travaux en école militaire, ont une capacité très limitée à écrire un papier qui soit publiable. Je ne vous dis pas ce que je pense là, je vous dis simplement comment ces deux mondes sont constamment en état de tension.
Et ça, il me semble que c'est important à souligner. Ça peut être une tension constructive, mais comme tout état un peu délicat, il y a des moments où ça rentre en plein choc. Donc ça me semble être important aussi à souligner comme élément de l'expérience pour ce rétexte. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup.